vous parler de ce qu'est le rôle du manager pour pouvoir être efficace au quotidien, pour pouvoir s'adapter aux besoins principaux de vos équipes et le faire avec un peu plus de sérénité que dans l'informel. Euh, J'avais envie de commencer par vous décrire un peu quel est le manager que tout le monde déteste. Alors, je pense que vous avez un certain nombre d'idées en tête sur ce à quoi peut ressembler un manager que tout le monde déteste. Là, c'est une étude qui a été réalisée dans plein de pays différents. En 2004, il y a des chercheurs dans le monde entier, en fait, qui se sont regroupés, qui ont conduit une étude sur à quoi ressemblait le leadership efficace dans les différents pays. Et ils ont vu qu'il y avait des préférences assez similaires, mais il y avait un peu de variation en fonction des cultures. En tout cas, ce qu'ils ont vu aussi, c'est qu'un manager que tout le monde déteste, ça se ressemble très fortement entre les différents pays du monde. Donc c'est un manager qui est solitaire, qui est peu explicite, on ne sait pas trop quelle est sa vision, on ne sait pas trop quels sont ses projets, il nous demande des choses ou elle nous demande des choses qui sont pas très cohérentes, en tout cas on sait pas on comprend pas quelle est la cohérence. Un manager qui est irritable, on ne sait jamais sur quel pied danser quand on va lui poser une question, on ne sait jamais quelle va être la réaction, ça peut très vite devenir assez agressif. Un manager dictatorial dans le monde entier, on n'aime pas trop ça en général. On n'aime pas trop un manager asocial qui n'a pas trop le contact avec les gens autour de lui. On n'aime pas un manager qui n'est pas coopératif du tout. Alors, il peut y avoir différents degrés de coopération. En tout cas, quand il n'y a pas du tout de coopération, on n'est pas à l'aise dans l'entreprise avec ce type de manager. On n'aime pas beaucoup les managers sans scrupules, sans foi ni loi, et on n'aime pas trop les managers égocentriques, hein, qui ne font les choses que dans leur propre intérêt sans se soucier de l'intérêt des autres autour d'eux. Quels sont ensuite les challenges typiquement rencontrés par un manager? Donc, j'ai bâti cette diapo avec un certain nombre de challenges principaux. Je pense que j'aurais pu continuer à aller dans plus de granularité et plus de détails cette diapo, mais que les enjeux typiquement se retrouvent quand même beaucoup autour de ces enjeux-là. Donc, des compétences insuffisantes de la part de nos collaborateurs. Ils savent pas tout faire, pas tout bien faire. La qualité n'est pas au niveau, le délai n'est pas au niveau et la maîtrise des compétences techniques est insuffisante. Ils ont des comportements qui manquent de professionnalisme, qui sont inappropriés notamment face aux clients. Ils peuvent avoir des comportements de sous-productivité. Alors ça peut représenter plein de choses, hein, puisque notamment j'ai fait une thèse de doctorat sur la question, comment manager les comportements sous-productifs. Il y a maintenant pratiquement une vingtaine d'années en fait. L'idée, c'est qu'en général, quand on interroge dans les organisations les comportements les plus fréquents, c'est ceux où on a la flemme, on fait pas bien parce qu'on a envie de faire vite. Voilà, donc c'est pas forcément des comportements de sabotage, mais c'est des comportements où on n'y met pas toute notre énergie. Ensuite, du manque de motivation, évidemment, un manque d'autonomie des collaborateurs qui viennent vous demander 35 fois la même chose ou qui ont clairement envie de se couvrir pour éviter de prendre des risques et qui vous demandent de prendre toutes les décisions. Un comportement de manque de communication, on sait pas trop qui fait quoi, on se coordonne peu. Un comportement de manque de coopération, on n'a pas forcément très envie de faire ensemble dans les équipes, ni trop l'opportunité, hein. Ça peut être l'envie ou l'opportunité de faire ensemble. Il peut y avoir une impression de la part des managers qu'il y a un manque de respect, que sa légitimité, son rôle est insuffisamment pris en compte et respecté. Il peut y avoir des conflits dans l'équipe et il peut y avoir des absences. Alors des absences physiques, mais je parle de passivité aussi, des absences, on est là mais on n'est pas là. Et puis ça peut aller jusqu'à des démissions. Et là, c'est pas forcément les gens les plus fragiles dans l'équipe ou les moins solides dans l'équipe, je dirais, qui partent en premier. Ça peut souvent être même l'inverse, les gens qui sont les plus solides, qui sont les plus compétents, qui ont le plus de facilité à trouver une option ailleurs et qui s'en vont. Euh, Quand on parle de management, en fait, on parle d'un rôle, dans le management d'équipe notamment, on parle d'un rôle qui se situe au carrefour de trois types de besoins. Donc des besoins liés aux activités, des besoins liés aux équipes et des besoins liés à chaque individu. Et là, c'est intéressant en fait de distinguer l'équipe d'un côté, la nécessité de renforcer la coopération et l'individu de l'autre côté, avec l'idée que chacun puisse se sentir aligné dans l'entreprise dans la mesure où, en tout cas, ça lui permet de fonctionner efficacement et de participer aux activités de l'entreprise. Alors, on n'est pas à ressources illimitées dans une organisation. Donc, on essaye de faire au mieux, mais on a des ressources temps et puis des ressources financières, etc., qui nous permettent de fonctionner dans un certain cadre, mais c'est difficile d'aller au-delà de ça. Donc, j'en tiens compte là dans ce que je vous dis ici, hein.
Alors, les besoins liés aux activités, ça va être atteindre un certain niveau de qualité, de délai, répartir les tâches, planifier les activités. Les besoins en termes d'équipe, ça va être de communiquer, de former les différents membres de l'équipe, de donner du sens, d'avoir des règles, des procédures communes pour qu'on puisse fonctionner ensemble, un esprit d'équipe, atteindre un certain niveau de bien-être collectif en fonction des ressources qu'on a, là encore. Et au niveau de l'individu, faire en sorte de pouvoir tenir compte, au moins dans une certaine mesure, des situations personnelles, encourager personnellement chaque individu, pour pouvoir fournir des promotions, des perspectives de carrière, des formations individuelles, notamment parce que tout le monde n'est pas au même niveau de compétence. Donc, il va y avoir des membres de l'équipe qui vont avoir besoin d'être renforcés plus que d'autres, par exemple. La difficulté là, c'est que quand on va creuser dans le détail des actions, il y a beaucoup d'actions qui font partie de ces besoins-là. Que quand on est pilote d'une équipe, qu'on est dirigeant d'une petite entreprise, ben, on a quand même beaucoup de ressources à dédier au commercial, avoir négocié de nouveaux contrats, beaucoup de ressources à essayer de structurer les différents aspects du business et on n'a pas que les équipes dont s'occuper. Donc si on s'occupe pas des équipes, ça va poser des soucis qui vont nécessiter encore plus de temps pour les piloter après pour faire en sorte que ça se passe mieux. Mais on n'a pas 24 heures à dédier 7 jours sur 7 au pilotage et aux équipes. Donc il va falloir prioriser. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de fondamentaux à mettre en place et après, il va falloir continuer de garder en tête, d'essayer de savoir à quel endroit on a besoin de remettre de l'énergie. La- 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 les choses font qu'en général, quand on a mis de l'énergie sur un aspect, ça va résoudre les choses pour une période et ça va permettre à un autre besoin de s'exprimer. Donc, on va avoir des informations sur là où il va falloir déplacer notre attention. Alors, il se peut qu'il y ait, par exemple, des membres de vos équipes qui vous demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Là, l'idée, ça va être aussi de leur dire, bah là, ça fait un moment que je te donne de l'attention. Il va y avoir besoin que je m'occupe un peu des autres aussi. Donc, il va aussi falloir respecter ça. Donc, garder en tête ce triptyque pour essayer de le faire tourner aussi, de se dire régulièrement, est-ce que j'ai un peu pensé aux activités, à l'équipe et aux individus pour essayer de faire en sorte que ça tourne. Ce que je vais faire dans la suite de la présentation, c'est que je vais aborder un parcours cohérent sur comment bâtir son rôle de manager. Je vais commencer par l'idée de clarifier ses principes directeurs pour avoir un certain nombre d'éléments clés sur lesquels on va baser nos décisions. Choisir sa posture de manager. Ensuite, on va parler un peu de leadership. On parlera ensuite d'outils de communication pour pouvoir orchestrer au quotidien comment on va faire pour mettre en place les principes directeurs, pour assurer cette posture de manager et faire en sorte que l'activité fonctionne avec ses équipes. Ensuite, je vais parler de fixer des objectifs clairs, puisque vous avez tous à conduire des entretiens de performance annuels. Alors, je sais qu'ils ne sont pas forcément faits de façon très formelle, notamment dans les petites entreprises, mais on va parler un peu de ça, parce que ça fait partie du rôle de manager et des événements clés de l'année. Et enfin, l'idée, c'est que les comportements ne vont pas toujours être parfaits et il va y avoir besoin d'avoir le courage de recadrer un certain nombre de choses de temps en temps au moins. Donc, je vais commencer par clarifier les principes directeurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de principes directeurs? Alors, j'appelle ça des principes, ça peut être des valeurs, ça va être des objectifs clés, ça va être des choses sur lesquelles, pour vous, c'est vraiment important de mettre l'attention. Souvent, on en a, mais on n'a pas forcément conscience qu'on en a. On les articule pas forcément très clairement, et c'est le cas de la plupart des managers avec qui j'interviens. L'idée, c'est que quand ça devient plus clair, ça permet de donner du sens à l'équipe. Elle sait qu'est-ce qui est important pour vous. Ça vous permet de former, d'expliquer les attentes que vous avez et de pas juste dire bah ils ont été formés à l'école normalement ou ils ont été formés dans les précédentes entreprises, des précédents rôles qu'ils ont eus. Normalement, ils doivent savoir. En fait, ça permet d'expliquer quelles sont les attentes parce que finalement, les gens souvent ne savent pas clairement et ça dépend un peu en plus dans chaque organisation. Il y a toujours au moins des nuances un peu différentes sur ce qu'on attend. Ça vous permet d'être le garant du cadre professionnel aussi, puisque vous expliquez régulièrement ce qui est important pour vous. Ça vous permet d'agir dessus après aussi, de bien revenir dessus en disant, bah, tu vois, le cadre, il était assez clair. Là, il n'a pas été respecté. Pour être clair sur vos priorités, que chacun sache quels sont les éléments clés qui vous font prendre des décisions, donc prendre des décisions cohérentes entre elles, et pouvoir déléguer en confiance, puisque
Au moment où vous allez déléguer, vous savez que vous avez clairement formé sur ce qui était les priorités, ce qui était important, que chaque personne va pouvoir prendre ses décisions en autonomie parce qu'aujourd'hui ils sont devenus autonomes, ils sont devenus compétents. Mais quand ils vont prendre leurs décisions, ils pourront se dire, ah attends, le chef, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce que je vais avoir besoin de lui demander de prendre une décision? Non, mais d'habitude, dans ce type de situation, il va toujours me dire que c'est important d'avoir ça, ça, ça en tête. Là, j'ai bien vérifié que je l'avais en tête, un peu comme si vous étiez sur son épaule, là. Et je vais pouvoir faire de la façon dont je sens être la mieux parce que je sais que c'est cohérent avec comment le chef aurait pris ses décisions aussi. Donc, ça vous permet, vous, de savoir que vous êtes toujours là, même quand vous n'êtes pas là, finalement. D'avoir été clair sur quelques principes qui vous guident. Pour pouvoir vous expliquer un peu à quoi ça ressemble, je me suis dit que j'allais plutôt partir d'un exemple. Alors, c'est un exemple que j'ai travaillé avec un de mes clients. Là, j'avais un chef d'entreprise qui a une activité d'électricité, notamment chez des clients particuliers en rénovation. Et donc, dans la discussion, il me dit, mais moi, pour moi, ce qui est important finalement, c'est des belles réalisations. Et je lui dis, mais est-ce que tu as expliqué ça à ton équipe de collaborateurs? Bah, à peu près. Mais est-ce que tu es clair sur qu'est-ce que ça représente clairement des belles réalisations? Parce que finalement, deux dirigeants d'une entreprise telle que la tienne pourraient avoir des idées un peu différentes. Donc, on a creusé. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un certain nombre de principes derrière. Alors, déjà, la question du professionnalisme avec son manager, ses clients, ses collègues. Je vais pas détailler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de voir en détail ce que veut dire professionnalisme, mais en général, mes clients me parlent de professionnalisme. Ensuite, il me dit, bah, finalement, quand je décompose, il y a l'idée, il faut que l'installation électrique soit sûre. Quand on part de chez le client, il faut que ça soit sûr. Il faut que les normes en vigueur aient été respectées. Et il faut que l'installation fonctionne. Ensuite, il y a d'autres aspects quand même dans l'idée de belle réalisation. L'idée de belle, ouais, il me dit, il faut qu'il y ait un impact sur la décoration intérieure de mon client qui a été minimisé. Et il faut que le chantier qu'on a laissé soit propre. Enfin, il me dit, ben finalement, quand je réfléchis à mes clients, j'ai quand même un client type qui me vient en tête. Et mon client type, il faut pour lui que la complexité d'utilisation soit minimale, que ça soit simple d'utilisation. Donc, par exemple, quand j'installe un compteur électrique ou je change un compteur électrique chez un client, il faut que ça soit vraiment logique, la façon dont j'ai organisé le compteur électrique, pour que ça soit facile au moment où il a un problème dans un secteur, il sait à quel endroit chercher du panneau électrique. Et il dit, mon client privilégié, c'est ma personne âgée qui vraiment est très anxieuse face aux technologies. En fait, il faut que je sois capable d'expliquer d'une façon très simple comment prendre comment utiliser tout ce que j'ai fait sur le chantier pour qu'il y ait un minimum d'anxiété, que la personne se sente rassurée. Il faut que je puisse mettre mis à leur place. Donc, il y a un gros niveau d'empathie dans la façon dont j'envisage cette question de fournir des belles réalisations. Donc, quand on a eu décomposé tout ça, en fait, ça nous a permis d'avoir une petite liste de choses claires et de revenir dessus après quand on a parlé d'outils de communication, de comment fixer les objectifs et de sur quoi recadrer, comment reboucler avec ces principes directeurs quand on recadre avec son salarié. Donc, on commence toujours dans mes accompagnements à mettre, à arriver à faire cette petite checklist de principes directeurs. Donc, on a parlé des principes directeurs, maintenant on va parler de la posture de manager. En termes de posture de manager, c'est souvent dans le domaine, ce qu'on appelle le leadership qu'on en parle. Et là, on peut avoir une petite liste de postures différentes. Alors, du plus coercitif, où vous aboyez des ordres. Avec un directif, on va donner des conseils. Challengeant, c'est quand on va lancer des défis. On va encourager à relever un défi sur une période plutôt court terme. Visionnaire, pour aller vers une nouvelle réalité, vers une certaine image qu'on décrit. Persuasif, là, on donne pas des ordres, on va convaincre nos collaborateurs que ce sont des ordres qui ont un bien fondé. Et là, ça part beaucoup du leader. Ensuite, on part dans la seconde partie, on part beaucoup plus des équipes. Et donc là, on change la donne, ou plutôt, un manager consultatif, il va écouter ses équipes, et par contre, il prendra des décisions lui-même ou elle-même en fin de processus de consultation. Un manager démocratique, consensuel, c'est plutôt une décision collective qui va être prise. Alors, ça permet à tout le monde de s'engager, mais ça peut être long, par exemple. Un manager qui est dans le laisser-faire, alors si vous avez une équipe qui est très experte, très autonome, c'est probablement le mode de management le plus efficace. Dans d'autres contextes, ça pose la question de savoir quel rôle vous avez vraiment et quelle valeur ajoutée vous apportez. Donc, c'est pas forcément un mode de management qui est recommandé dans beaucoup de situations.
affiliatif, on appelle ça aussi amical. Là, c'est un style, une posture où on va vraiment encourager le fait que les gens se sentent bien dans une équipe. Ça peut être un peu déconnecté de l'efficacité, de la performance, mais ça peut être nécessaire dans des situations, par exemple, où il y a eu beaucoup de conflits, où les gens se sentent, enfin, il y a eu une crise qui fait que les gens se sentent pas bien dans l'équipe à ce moment-là. À ce moment, on peut mettre en place pendant une période ce type de posture. Et puis enfin, le manager coach, où là, en fait, l'idée, ça va être d'écouter les membres de nos équipes se dire, bah voilà, moi je ferai ci, moi je ferai ça. Vous allez être dans les coups, dans le questionnement, mais vous n'allez pas donner des ordres sur comment faire. Je vais revenir sur ce mode de management dans quelques secondes, ou enfin, dans 2 minutes, j'imagine. Mais l'idée là, c'est de choisir des postures qui sont sur lesquelles vous êtes à l'aise par rapport à votre personnalité, de choisir des postures sur lesquelles vous pensez que ça va répondre à des besoins de vos collaborateurs et d'adapter la posture aussi en fonction des moments, en fonction des besoins. Donc la question de la personnalité, elle est importante, mais c'est pas la seule question en fait. Et quand j'en parle avec les gens qui participent à mes formations, on se rend compte que souvent il y a plusieurs modes dans lesquels vous vous sentez plutôt à l'aise. On se rend compte que ça demande beaucoup d'énergie d'être parfait sur un des modes et de l'être tout le temps, que finalement, est-ce que c'est nécessaire tout le temps au quotidien? Ben, peut-être pas, il faut peut-être relativiser aussi. Il y a peut-être plutôt des moments clés où ça va être important de vraiment incarner cette posture-là, qu'on peut avoir, on peut choisir 2, 3 modes qui nous vont bien. Et on peut aussi choisir de mettre un accent spécifique sur une période, comme je disais, où il y a vraiment un besoin fort. Notamment, par exemple, il y a un gros challenge à ce moment-là, on va être dans le challengeant. Par contre, si on le fait tout le temps, bah, ça va fatiguer tout le monde. Donc, c'est peut-être pas un mode à appliquer tout le temps de toute façon. Quand on a passé ce stade de faire un choix sans faire un choix complètement figé, finalement, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que cette question de qu'est-ce qui vous rend crédible en termes en tant que manager, elle est aussi importante. Et là, il y a tout. Alors, c'est pas des choses nouvelles, hein, vous voyez, c'est des choses qu'on sait depuis la fin des années 50. Sur cette question de pouvoir ou d'influence. Qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir envie de vous suivre et de vous respecter? On se rend compte qu'il y a deux choses, en fait. Il y a toutes des choses qui proviennent de votre position. Donc, par exemple, vous êtes le chef de l'entreprise, vous avez construit l'entreprise, ça vous donne une certaine légitimité. Vous êtes manager, vous êtes aussi responsable d'un certain cadre de professionnalisme dans l'entreprise. Donc, ça vous donne aussi un pouvoir de sanction et de récompense. Donc cette partie-là, ça vous permet de faire respecter un certain cadre. Et pour autant, c'est pas ça qui fait que les gens vont avoir le plus envie de vous suivre. Ce qui fait que les gens vont le plus avoir envie de vous suivre, c'est ce qu'on appelle ce pouvoir de référence, d'expertise et d'information. Donc référence, les gens, ils ont envie de venir vous demander comment faire parce que vous êtes peut-être le meilleur technicien de l'équipe ou parce que le meilleur technicien d'explique, excusez-moi, ça va être plutôt le côté expertise, hein. Mais le côté référence, c'est plutôt, on aime bien vous poser la question parce que c'est intéressant de vous voir y réfléchir. Vous avez toujours un point de vue intéressant sur les questions, donc les gens aiment bien venir, avant de prendre une décision finale, vous poser la question. Et information, c'est parce que vous avez accès à plus d'informations. Les gens vont avoir envie enfin, ils peuvent pas prendre des décisions sans avoir les informations que vous avez vous et qu'ils n'ont pas eux. Par exemple, vous êtes en face des clients. Quand il y a eu une négociation du contrat, c'est vous qui étiez en face du client, donc ils ont besoin de venir vous voir pour savoir comment faire. Donc voilà, les formes de pouvoir assister associées à la personne offrent une influence plus intense, plus authentique et plus durable. Et le fait que vous ayez un pouvoir de position, ça vous permet quand même toutefois de rester le garant du cadre professionnel. Donc je vous disais, s'adapter à la situation pour pouvoir choisir son mode de leadership. Il y a un gros aspect qui est important, c'est ce qu'on appelle un peu le cycle d'intégration. Donc on peut le voir au niveau de l'équipe, hein. Par exemple, une nouvelle équipe, elle va grandir, elle va devenir plus compétente, il va y avoir des cycles dans son niveau de motivation qui vont se produire naturellement. Mais il y a aussi le niveau individuel. Il y a une nouvelle personne dans l'équipe qui va avoir un cycle un peu en décalé avec le reste des membres de l'équipe. Mais qui va quand même connaître un cycle. Et c'est-à-dire que quand l'équipe va être nouvelle ou la personne va être nouvelle dans l'équipe, en général, la personne, elle ne sait pas trop quoi faire. Donc, elle va avoir besoin d'explications, elle va avoir besoin de direction. Et en tant que manager, vous avez besoin de dire quoi faire. Alors, on appelle aussi ça donner des ordres, mais en tout cas, c'est expliquer quoi faire. Il y a toute une partie formation associée.
Il y a des managers qui vont rester là-dessus tout le temps, en fait. Le problème, c'est quand les gens vont devenir plus autonomes, parce qu'ils vont devenir plus compétents, ils vont pas aimer avoir un manager qui est dans le contrôle tout le temps, parce qu'ils vont se dire finalement, ce manager, il me fait pas confiance. Ça va bien au début, on est motivé, on n'est pas très compétent encore, en tout cas pas trop dans cette entreprise, on a besoin de plein d'explications. Au bout d'un moment, on va avoir moins envie de ça. Et puis, en tant que manager, si vous avez envie de pouvoir vous dégager du temps pour faire plus de stratégie et pas tout le temps être dans la formation de vos équipes, ou pas tout le temps être frustré parce que vos équipes ne savent pas suffisamment quoi faire, il va falloir que vous organisiez de plus en plus d'autonomie. Donc, il va falloir que vous accompagniez cette prise d'autonomie. La deuxième étape pour pouvoir le faire, quand les membres de votre équipe commencent à être un peu plus compétents, ça va être de passer en mode coach. Donc, les gens sentent que vous leur donnez plus d'autonomie puisque vous leur dites pas quoi faire, vous leur dites bah, comment tu ferais toi? Et en même temps, vous, ça vous permet d'être rassuré sur le fait que vous pouvez donner cette autonomie petit à petit parce que la personne, vous allez voir son processus de réflexion. Vous allez voir que oui, elle est compétente, elle est bien formée, elle prend les bonnes décisions. Et vous allez pouvoir corriger dans le processus de questionnement. S'il y a des réponses qui sont pas adaptées, vous allez pouvoir les corriger sur le moment et puis la personne va mettre en œuvre ensuite plus en plus d'autonomie donnée, ça veut dire aussi que, et plus en plus de compétences, ça veut dire aussi que les activités, les tâches que vont avoir les membres de l'équipe vont devenir de plus en plus complexes. Plus en plus complexe, ça veut dire que ça va être de plus en plus stressant pour un certain nombre de personnes. Et il peut y avoir des moments où bah, vous n'avez pas la réponse non plus, hein, ils n'ont pas la réponse, il va falloir se poser pour pouvoir vraiment se dire bah, comment on fait pour résoudre cette problématique. Là, votre rôle va être plus efficace si vous devenez un manager encourageant, soutenant, qui va rassurer. Et enfin, quand ils ont quand même de la bouteille, que ça se passe bien, que vous savez que vous pouvez les laisser autonomes, là, ce qu'ils vont préférer, c'est la question de la délégation. C'est que vous puissiez leur faire confiance et leur donner de l'autonomie, quitte à ce qu'ils sachent que s'il y a vraiment une question complexe, ils peuvent revenir en phase 3 où là, vous allez pouvoir les soutenir. Mais ça va devenir beaucoup plus rare pour vous d'avoir à mettre en place ce rôle. Donc moi, j'ai en face de moi des managers qui me disent tout de suite, je veux que les gens, quand ils arrivent, ils sont en phase 4. Et ben, c'est pas réaliste, en fait. Il va nécessairement falloir passer par les rôles d'avant. Alors, quand on a une équipe qui est généralement en phase 4, un nouveau membre de l'équipe qui arrive, il peut y avoir là une délégation avec un des membres autonomes de l'équipe qui devient la personne qui forme, qui passe en mode coaching et en mode rassurer les personnes, épauler les personnes de l'équipe. Mais pour que ça puisse s'organiser, il faut que vous l'ayez déjà fait avec un certain nombre de personnes de l'équipe et que vous ayez constitué un modèle. Un rôle modèle. Alors, je parle souvent un peu en anglais parce que j'ai passé beaucoup de temps, notamment en Écosse. Mais donc là, l'idée, c'est bien que vous modéliez les comportements pour que les gens puissent les répliquer ensuite. Donc ça, c'était pour choisir sa posture de manager. Ensuite, je vais passer à la question des outils de communication rapidement. Donc, il y aurait plein de choses à en dire parce que, euh, en fait, on communique pour plein de choses. Je vais faire ça très rapidement. L'idée, c'est qu'on communique pour informer, pour se coordonner parce qu'on a des activités qui nécessairement enfin, on a besoin d'avoir fait quelque chose pour que l'autre reprenne et continue la suite, hein. Donc, on communique ensemble pour ça. On communique pour coopérer, pour faire ensemble, pour se sentir partie prenante d'une équipe. On communique pour résoudre des problèmes, parce qu'il y a une problématique qui se pose et il va falloir réfléchir à comment le faire et comment y contribuer les uns les autres. Pour se concerter, prendre des décisions ensemble et pour faire adhérer à une vision. Donc on donne de la perspective et on encourage son équipe à adhérer à cette vision. Pour pouvoir assurer ces 6 fonctions, en fait, on va avoir un certain nombre d'outils à notre disposition. Alors là, vous voyez que j'en ai recensé un certain nombre. Je vais pas les couvrir tous dans le détail, hein, mais c'est pour vous donner une idée sur le fait qu'il y a différents canaux de communication disponibles. Certains sont collectifs, certains sont individuels, et ils ont un niveau de formalisme plus ou moins fort. Ils vont avoir des intérêts, un point fort belle, par exemple, ça permet de mettre de la convivialité, etc. Mais ça va pas permettre d'avoir une structuration suffisante pour par exemple, si on présente la stratégie de notre entreprise, il va falloir probablement faire quelque chose d'un peu plus collectif. Il y a des éléments, s'il y a une décision un peu RH qui a été prise, il va probablement plutôt falloir laisser une trace écrite, donc on ira chercher un email collectif. Il y a des choses qu'on discute en collectif et des choses qu'on ne peut pas faire devant les autres. Il va falloir faire des choses plutôt à deux. Donc là, l'idée, c'est qu'on a tout un panel
que chacun a des avantages et des inconvénients et qu'il va falloir trouver un peu son panel qui va nous aider à fonctionner de façon efficace avec son équipe. Et ce que je fais avec les gens que j'accompagne, c'est on se fait un petit tour d'horizon en se disant, bah, qu'est-ce qui est important pour vous, comment on va fonctionner. Et j'ai un certain nombre de managers qui me disent, alors mais moi, la réunionnite dans tous les sens, ça m'intéresse pas du tout. Pour le moment, on fait ça de façon informelle autour d'un café ou dans la voiture quand on rentre de chantier, par exemple, quand je parle avec dans la camionnette quand on rentre de chantier le soir, quand j'ai des artisans, des équipes d'artisans, et ils me disent, mais vous me dites faire une réunion autour d'une table, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc, on décortique et on se dit, mais oui, mais quel est le minimum dont tu as besoin? Et par exemple, il me dit, bah, je reprends mon exemple de mon électricien, il me dit, bah, moi, c'est important de faire avec mon apprenti, par exemple, de faire un débrief de fin de mission. Et je lui dis, bah, est-ce que tu le fais systématiquement? Et il me dit, ouais, ben finalement, quand j'ai réfléchi, pas forcément. Faudrait que je le fasse plus systématiquement. Je vais quand même continuer de le faire dans la camionnette le soir en fin de journée, mais je vais me noter que c'est quelque chose qui fait partie de mon plan de communication. Ensuite, il me dit, bah, j'ai quelqu'un c'est une assistante administrative et bah non, mais on fait pas de réunion, mais finalement, c'est vrai qu'elle a toujours un peu tout le temps des dossiers au coin de la table et elle essaye de m'attraper en fin de journée ou quand elle me croise et bah, peut-être qu'elle aimerait bien en fait qu'elle sache qu'il y a un moment où on va se poser ensemble et on va faire un certain nombre de dossiers. Donc on réfléchit, on se dit tous les 15 jours, une heure. C'est vrai que ça en plus, ça lui permettrait de se sentir respecté et intégré parce que souvent je suis plutôt avec l'équipe technique et moins avec elle. Donc on se dit, voilà, réunion à deux sur l'administratif. Ensuite, on y réfléchit et on se dit, mais les équipes, je me rends compte, je suis pas systématique en début de semaine en leur disant quelle est la planification et ça, ils aiment bien. Donc, on va peut-être se poser le lundi matin, 20 minutes en face d'un café. Alors, on démarra chez les clients un petit peu plus tard le lundi matin. On n'a pas forcément besoin d'une heure, mais ça vaut le coup en fait. C'est vrai que mes équipes, ils sentent mieux quand on fait ça. Ensuite, il me dit, moi j'aime bien savoir quand même en milieu de journée où ils en sont et s'il y a besoin de faire des commandes parce que je peux le faire l'après-midi. Je peux avoir le matériel demain matin, on l'aura direct, voire même des fois je peux leur apporter si moi mon chantier est allé vite, etc. Donc ça vaut le coup que je les appelle tous les midis, en tout cas les chefs d'équipe, que je vois s'ils ont besoin de matériel, si ils ont pu avancer, s'il y a des choses sur lesquelles je peux réorganiser un peu le planning pour pouvoir éviter de les avoir de rien faire le soir, par exemple. Et enfin, on s'est dit, ça peut être intéressant à chaque semestre de passer un moment ensemble, de passer faire un repas commun ensemble, et puis de leur dire un peu où on en est, ça a bien marché ce semestre ou pas, quelles sont un peu mes perspectives, s'il y a une nouvelle prestation que j'ai envie d'ajouter dans le portefeuille de ce qu'on va faire, etc. Donc on s'est dit 2 fois par an, type en juin et en décembre par exemple, ou en janvier, on se fait un repas ensemble et puis on se voit un peu avant ou un peu après pour se donner un peu le pouls de ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, donner de la perspective. Donc voilà, ce que je travaille avec mes clients, c'est ça. Et ce que je travaille aussi, c'est un ordre du jour type. Donc, pareil, rapidement, sur chacune des réunions, on se fait un ordre du jour. Alors, il est plus formel quand c'est des réunions plus formelles, parce que par exemple, typiquement sur une réunion collective, on s'imprime même la grille, là, on efface ce qui est sur la droite, et on se dit, bah voilà, quelle est la réunion, quelle est la date, quand est-ce qu'on se voit, combien de temps ça dure, quels sont les... Là, ça apparaît pas sur l'élément qui peut être laissé aux équipes, mais le manager va se dire cet aspect, par exemple, de mes belles réalisations, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai envie de systématiquement revenir, ou en tout cas régulièrement revenir dans ce type de réunion. Donc je me le note, comme ça j'y pense. Quand je suis juste avant de préparer ma réunion, dans les 5 minutes qui précèdent, je me relis ça et je me dis, tiens, comme ça, il va falloir que j'arrive à revenir un peu à ça quand même, les participants, qui est attendu à cette réunion. Et puis à chaque fois, en fait, on reprend l'ordre du jour d'avant. On se dit quelles étaient les décisions qu'on a prises, où est-ce qu'on en est, quels sont les nouveaux points à aborder aujourd'hui, et on se fait un petit récap des décisions prises. Et puis là, on se fait une impression, on fait une petite photocopie de ça pour que tout le monde reparte avec ça. Ou on se fait une photo, on le partage sur un groupe WhatsApp qu'on a en commun, par exemple, pour qu'on garde un peu une traçabilité et que tout le monde puisse savoir, enfin, lundi prochain, c'est, oh, je sais pas, j'ai oublié, ou voilà. Donc, il y a d'autres éléments qui peuvent être une discussion à plus long terme sur les projets ou un point sur l'amélioration de la qualité sur quelque chose qui revient régulièrement comme problématique. Là, en fait, on se le garde en tête en se disant, on va pas forcément passer du temps là-dessus à chaque fois, mais si on a un peu de temps, lesquels je vais prioriser cette fois. Et puis, on fait attention que de temps en temps, il y ait quand même ce genre de points qui soient abordés.
Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire rapidement sur la question de la communication. Ensuite, sur la question de fixer des objectifs clairs, là, j'avais envie de rester sur ce principe d'objectif SMART. Alors, je ne sais pas si vous êtes si vous avez déjà croisé cet acronyme. En fait, l'idée, c'est de pouvoir être spécifique, d'avoir des objectifs qui définissent clairement ce qui est attendu et pas seulement, par exemple, augmenter le chiffre d'affaires. Des objectifs mesurables, bah, ça veut dire quoi? Augmenter le chiffre d'affaires, par exemple. C'est ce que c'est 50% de plus de chiffre d'affaires? Établir un critère qui permettra d'évaluer qu'on a atteint l'objectif. Des objectifs atteignables, vérifier que ça soit réaliste. Augmenter 50% le chiffre d'affaires sur les 6 prochains mois, ça dépend d'où vous partez, mais ça va être compliqué si vous n'émettez pas plus de ressources, par exemple. Ensuite, réaliste, atteignable. Atteignable, c'est 50% et réaliste. Et là, c'est vraiment la question des ressources. Parce que ça va vous permettre de réfléchir à, bah, par exemple, il me faut m'embaucher 2 commerciaux de plus. Donc, vous allez réfléchir aux ressources que vous allez mettre sur les objectifs. Temporellement défini, ça va être par exemple d'ici 6 mois, d'ici 2 semaines, d'ici 3 mois, etc. Et je vous donne quelques exemples. Par exemple, promouvoir la nouvelle offre de service lors de chaque visite commerciale. Alors là, c'est clair, on sait ce qu'il faut faire, on sait à quel moment il faut le faire. Il va y avoir la question des moyens, donc il va falloir réfléchir à comment former tout le monde à la nouvelle offre de service et expliquer ce qu'on attend de combien de temps on doit y consacrer à la visite commerciale. En tout cas, c'est un objectif qui est smart. Un autre objectif, réduire de 50% le nombre de retours chez les clients qui sont dus à des défauts d'installation d'ici la fin du semestre. On a bien tous les éléments et on sait que compte tenu du nombre de retours habituels, réduire de 50%, c'est réaliste. Voilà, un exemple de formulaire. Alors, dans les grandes entreprises, ils ont des formulaires sur plusieurs pages, très détaillés, etc. L'idée, c'est que, moi, ce que je laisse à mes clients, c'est une grille type qu'ils ont en informatique ou qui font même par écrit, hein. Il y a un certain nombre qui scannent après une copie et qui le gardent en fichier pour le conserver, puis qui donnent une copie à leurs collaborateurs aussi. On a les objectifs, qu'est-ce qui va permettre de voir qu'on a atteint l'objectif, quelle échéance, et s'il y a des moyens, par exemple une formation ou du temps en plus ou un stagiaire, etc. Ça, on le voit en début de période et ensuite en fin de période, on va évaluer. Et il y a bien 2 colonnes, commentaire du collaborateur sur l'atteinte de l'objectif et du manager, parce qu'on l'utilise même en amont du rendez-vous d'évaluation pour que chacun puisse y réfléchir avant, puisse préparer et qu'il y ait bien vraiment une discussion, qu'on puisse être dans la coopération, dans un esprit constructif et pas seulement dans un esprit disciplinaire. Voilà. Voilà. Donc on a le rendez-vous, on discute de tout ça. Et puis je conseille aussi d'avoir une gradation pour que ça soit pas juste oui, non, qu'il y ait objectif atteint, objectif partiellement atteint, contribution minimale à objectif, mais il y a quand même quelque chose de fait, et puis non réalisé. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir là aussi un outil qui reste simple, mais qui contient beaucoup des ingrédients de ce qu'est un entretien de performance. Hop, je vais dans le mauvais sens. Pour fixer des objectifs, je vous conseille de penser à vos principes directeurs à renforcer. Qu'est-ce qui, dans vos grands principes, n'a pas bien été mis en œuvre au semestre précédent, sur lequel vous avez envie de mettre l'accent, collectivement ou pour chacun de vos collaborateurs, hein, il y a bien les deux, puisque je vous conseille de réfléchir à des objectifs qui sont les mêmes pour tout le monde dans l'entreprise, les mêmes pour tout le monde dans l'équipe, et individuels, d'avoir une combinaison des trois dans les objectifs que vous fixez. Si vous avez 6, 8 objectifs je conseillerais peut-être plutôt 6 parce que après ça devient un peu usine à gaz, mais d'en avoir au moins un entreprise, au moins un équipe et puis le reste individuel par exemple. Ensuite, d'avoir des actions concrètes et des comportements, notamment des comportements liés au professionnalisme, à la coopération avec les membres de l'équipe, à la qualité du comportement face aux clients, par exemple, que ça soit intégré avec des actions concrètes, pas que des actions concrètes. Je vous conseille d'avoir des objectifs qui sont pour des résultats sur du court terme, mais aussi des objectifs qui sont pour du développement, de la préparation des résultats futurs, parce qu'on se rend compte souvent que ces objectifs, on les oublie. Et on se dit, ouais, dans 2 ans, ça serait bien de faire ça. Mais si on n'a pas commencé aujourd'hui, dans 2 ans, on se retrouve à la même situation en se disant, bah, de toute façon, oui, ça serait bien, mais il me faut 2 ans pour le mettre en place. Donc, petit à petit, avoir un ou deux grands objectifs de développement sur lesquels vous installez les bases et vous engagez les membres de vos équipes là-dessus. Donc, privilégier une combinaison de types d'objectifs pour renforcer l'engagement à toutes ces activités et pas seulement à l'un, parce qu'on se rend compte que si on fait que l'un, ça a des effets pervers sur les autres aspects. Donc, essayer d'avoir un peu un mix. Et je conseille aussi de réfléchir en amont à la question, est-ce qu'on donne un bonus? Et si on donne un bonus, est-ce qu'on donne la même pondération à tous les objectifs?
Donc voilà, je ne vais pas détailler ça ici, mais en tout cas, c'est des questions importantes à considérer avant de lancer l'objectif, parce que surtout, c'est des gens qui ont eu des contrats, des entretiens de performance associés à des objectifs ou des perspectives de promotion. Si vous, aujourd'hui, vous leur proposez des choses qui sont associées à rien du tout, ils vont avoir tendance à se dire, ouais, mais pourquoi je le ferais finalement, quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Oui, ça donne du sens, ça donne une perspective, ça explique, ça forme ce que vous attendez, mais les gens vont avoir envie qu'il y ait un retour. Alors à vous de réfléchir à ce que vous avez envie de proposer, sans que ça soit forcément des choses qui coûtent cher, mais en tout cas des choses qui puissent être intéressantes en face. Le dernier point, rapidement aussi, mais en tout cas des bases fondamentales de comment on recadre. Et pourquoi c'est important d'avoir le courage de recadrer? Alors, si vous ne recadrez pas, parce qu'il y a beaucoup de managers que je crois, beaucoup de dirigeants, en fait, qui supportent des problèmes au quotidien, qui sont là depuis longtemps. Ça les énerve, mais il y a pas de gros événements qui fait qu'ils vont avoir le courage de réagir. Voire, ils ont un peu peur de comment les équipes vont réagir, ou comment les collaborateurs, donc ils traînent à réagir, et puis finalement, ils le font pas pour certains, jamais. Donc, si on ne réagit pas, qu'est-ce qui va se passer? Les problèmes vont persister. Vous allez avoir une perte de crédibilité auprès des autres collaborateurs qui vont se dire bah, pourquoi je serais professionnel tout le temps, je respecterais les objectifs, les principes directeurs tout le temps parce que finalement, il se passe rien pour ceux qui ne le font pas. Donc, si moi j'ai la flemme aussi, bah, j'ai la flemme aussi et je vais me mettre à être moins engagé. Ça va vous provoquer de la colère, de la frustration, du stress pour vous, et y compris risque pour la santé, un ulcère à l'estomac, une crise cardiaque, de l'insomnie, le cœur qui tape, voilà, le mal à la tête, de moins de concentration pour pouvoir réfléchir à votre stratégie, et puis une moindre qualité de votre travail aussi, parce que ça vous prend la tête, en fait, ces problèmes-là. Plus on attend, plus le problème est grand, et plus c'est dur de réagir, parce que pourquoi on le ferait maintenant alors qu'on l'a pas fait hier, il s'est pas passé un truc énorme depuis hier, donc je vais attendre qu'il se passe un gros truc, au risque que ça se produise pas, mais finalement, petit à petit, ben, on se rend compte que c'est devenu pire. On passe énormément de temps à gérer le problème finalement et à ruminer. Donc ça nous coûte vraiment en énergie et en temps. Et puis on a d'autres collaborateurs qui finissent par partir. Et souvent, c'est pas ceux qu'on avait besoin de recadrer. C'est ceux au contraire qui fonctionnaient bien. Donc moi j'aime bien dire quand on ne traite pas le problème, on se retrouve avec une équipe de bras cassés entre guillemets parce que on leur a permis de rester des bras cassés aussi, hein. Alors, je parle pas de profil psychologique compliqué. Il y a un moment donné où le rôle du manager s'arrête, hein, où on n'est pas des psys, on n'est pas la mère d'un enfant de 5 ans qui n'a jamais été recadré et qui continue à faire des caprices. Il y a un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter en se disant, bah voilà, les ressources que j'ai, voilà quel est mon rôle, et ça, je m'en occupe, et ça, bah je m'en occupe pas parce que c'est plus de mon ressort, et qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que je suis OK avec, ou est-ce que je trouve une solution pour à l'amiable se séparer? Organiser les conditions propices au recadrage en 1 minute. L'idée, c'est d'éviter de se retrouver comme ça en face de son collaborateur, mais plutôt d'avoir une position assertive et confiante. Donc, on regroupe les informations nécessaires en amont sur les faits, pour avoir des faits. On clarifie ces messages clés en amont. On réfléchit à quel créneau on va choisir pour parler à notre collaborateur. Donc, est-ce qu'on va fixer un rendez-vous? Il faut que ça nous convienne à nous, il faut que ça soit OK avec l'activité d'un collaborateur, peut-être en fin de journée, par exemple, plutôt qu'en début, parce que en plus, si le collaborateur est perturbé, il vaut mieux qu'il rentre chez lui et se coucher et récupérer pour revenir et être moins perturbé par la nature de la discussion de demain matin, par exemple, s'il y a des risques que ça soit un peu tendu. On choisit le lieu, un bureau du manager ou une salle de réunion, etc. Mais en tout cas, on réfléchit à être un petit peu formel. On n'est pas sur un entretien disciplinaire, hein, mais on évite les interruptions. La confidentialité, mais pas en catimini. Il faut que les gens dans l'entreprise sachent que quand il y a un problème, vous réagissez. Mais on ne le fait pas en face des autres, on le fait, voilà. Et pour autant, on ne le fait pas en se cachant que tout le monde se dise que vous ne réagissez jamais. Et on choisit un canal de communication adapté pour solliciter des rendez-vous, pas forcément sur un message WhatsApp, par exemple. On choisit un moment qui peut être un moment un peu plus sérieux. Pour recadrer, là, j'ai vraiment les gros principes qui sont d'ailleurs les principes de la communication non violente, hein, s'il y en a un certain nombre d'entre vous qui connaissent ces principes, adaptés au milieu professionnel. On commence par les faits à rapporter, on essaye vraiment d'être objectif, quelles sont les conséquences des faits, et notamment les conséquences en termes de quels sont les besoins
dont besoin de l'entreprise, besoin de personnes de l'équipe, les besoins du manager, parce que vous y avez passé du temps, vous avez dû corriger les choses, par exemple, voire même les besoins du collaborateur. Ça donne une mauvaise image de toi, ça a un impact sur tel et tel aspect, tu refais les choses 3 fois, etc. Donc, on rapproche ces faits de quelles conséquences ils ont sur les besoins et sur nos principes directeurs qui n'ont pas été respectés. On fait un rappel précis des attendus. L'idée, c'est de faire un point formation quelque part, hein. Soit on le fait tout de suite, soit on reprogramme quelque chose, soit on délègue quelqu'un de l'équipe pour refaire un point formation. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est tant que faire se peut de prendre ça sur un problème de formation et pas tout de suite un problème de comportement, parce que là, c'est quand même beaucoup plus compliqué de mener la discussion quand on parle d'un problème de comportement, de personnalité, que ça ne l'est quand on parle d'un problème de formation, de compétences. Et on fait une demande explicite, une demande SMART, hein, comme je vous ai expliqué sur les objectifs, pour solliciter des améliorations. Pour autant, on ne ferme pas complètement la discussion là parce qu'on peut ne pas avoir perçu vraiment ce qui se passe pour le collaborateur. Donc, on accepte le dialogue pour comprendre ce qui se passe, quels sont ses besoins, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Et là, je ne vais pas développer non plus, mais toujours est-il que je vous encourage à ne pas avoir peur de cet aspect-là parce que finalement, on se dit on va avoir plein de demandes qu'on ne pourra pas exaucer, enfin plein de souhaits qu'on ne pourra pas exaucer. Bah, finalement, d'avoir écouté, ça en résout une partie. Et en plus, on est aussi capable d'expliquer ce pourquoi on a des ressources, ce pourquoi on n'en a pas finalement, hein. Donc, je vous conseille de ne pas fermer cette discussion parce que le reste ne fonctionnera pas si la personne n'a pas pu s'exprimer. La personne va continuer d'être dans sa tête sans vous avoir écouté finalement. Voilà, donc ça c'était vraiment pour les principaux éléments, outils, principes, conseils pour installer un mode de management dans vos équipes. Ce qui va se passer, vous allez me dire, mais il y a plein d'autres choses qu'on entend sur le management des personnes. Ben, moi, ce que je vous conseille, c'est de considérer que les autres choses sont des événements plus spécifiques, que ça va être en fonction des besoins, des priorités du moment. Donc, il y a quelque chose qui va devenir vraiment important pour vous. Bah, vous allez pouvoir vous dire, bah, je vais, pendant cette période, mettre plus l'accent là-dessus. Mais je garde mes fondamentaux du management. Donc renforcer la planification peut-être, organiser un team building, organiser une formation externe parce que c'est devenu vraiment important, penser à une augmentation pour quelqu'un ou à une promotion. Analysez vous-même vos pratiques de manager pour voir comment vous pouvez renforcer ces pratiques. En tout cas, vous poser, réfléchir et voir comment vous voulez faire évoluer les choses un peu plus que sur le modèle que vous aurez pu installer à la base. Donc, on a vu clarifier ses principes directeurs, choisir sa posture de manager, décider de ses outils de communication, fixer des objectifs clairs et avoir le courage de recadrer si nécessaire. Voilà, je vais juste vous montre très très rapidement ma brochure, hein. N'hésitez pas à me contacter, je vous l'enverrai, et puis on peut discuter aussi de besoins plus spécifiques. Donc je vous disais, j'interviens sur le renforcement du leadership et de la cohésion des équipes, le fait de booster la coopération notamment entre entités d'une entreprise, notamment quand j'ai des missions à l'international, mais ça peut être aussi en France avec différentes entités d'un même business. Structurer le management plutôt en mode conseil, là, puisque j'interviens en accompagnement individuel, en formation collective ou en mode conseil et co-construction. Les 4 grands domaines, quand je rencontre mes futurs clients, en fait, je fais une sorte de diagnostic avec eux sur quelles sont leurs priorités pour voir ce qu'il faut intégrer dans les programmes qu'on fait ensemble. Et je couvre en fait la question du pilotage des activités, de la dynamique d'équipe, du renforcement de la posture managériale et de l'amélioration des relations interpersonnelles. Et voilà. Donc des nouveaux managers, des dirigeants qui ont identifié une problématique spécifique et des repreneurs d'entreprise aussi, hein, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui arrivent, l'équipe est déjà constituée, qui a souvent déjà des problématiques aussi. Il faut arriver à se positionner de façon crédible et en même temps à faire en sorte que ces problématiques, on puisse y travailler assez rapidement aussi. Donc c'est pas une posture facile. Voilà, donc je vous laisse voir de 3 secondes ce que vous avez envie de voir sur les bénéfices immédiats et à long terme, les valeurs donc d'approche concrète, de cohérence, de compétences et de chaleur humaine. Et puis j'ai quelques témoignages aussi que je fais apparaître, qui vont apparaître très prochainement sur mon site internet aussi, puisque le site est en cours de préparation. J'avais envie d'attendre d'avoir vraiment tout clarifié pouvoir faire un joli site plutôt que de commencer sur une version bêta et puis refaire un site après. Et pour ceux qui veulent, je vous encourage à scanner, voire me retrouver avec mon nom hein, sur LinkedIn et à me contacter aussi par email.